Alors, sur cette deuxième partie de la matinée, donc, pour ceux qui sont… Donc, tout d'abord, comme Catherine l'a dit, on est très content d'avoir élargi le CO et le CS des JPCO. Et donc, je suis très heureux d'animer cette session avec Bertrand sur justement un peu la continuité. Vous savez qu'on a quand même un rituel, c'est on fait toujours un peu une jonction entre les différentes sessions. Et donc, cette session, ça va être un peu le retour à la fois sur dont on avait discuté sur les HAD en PACA et en aura l'année dernière, et également sur la partie thérapie orale. Donc, pour commencer cette session, on va donner la parole au docteur Carole Labatte qui va nous faire un état des lieux sur l'avancement des projets HAD en PACA. Donc, Carole Labatte, pharmacien hospitalier, pharmacien à l'Omédite PACA Corse. Alors, pour resituer, on va resituer le contexte de la région PACA, l'appel à projet 2022, le retour des établissements qui avaient été intéressés, l'évolution de l'activité en 2023 sur les 8 premiers mois, un nouvel appel à projet, freins et pistes et perspectives. Donc, pour situer la région PACA et son activité en HAD, la courbe PACA, c'est la bleue. Donc, on voit qu'on est peut-être presque un encéphaloplat, donc qui monte un petit peu, qui est très loin, effectivement, de l'activité de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui est d'ailleurs classée en avant-dernière position dans les régions qui font de l'HAD. Le taux de recours en 2022 a pour autant augmenté. Il est passé de 0,32 à 0,54 quand la région ARA est passée de 3,96 à 4,62. Donc, on augmente un peu plus vite que les autres, ce qui est normal quand on part plus bas, mais on augmente. Donc, la région PACA et la direction de l'offre de soins de l'ARS PACA a, en 2022, mis un appel à projet sur le développement du traitement du cancer par chimio-immunothérapie injectable au domicile via l'HAD. Les structures éligibles dans cet appel à projet étaient les établissements de santé autorisés non titulaires d'une autorisation d'HAD. Et tout ceci s'inscrit bien évidemment dans l'action de la feuille de route régionale de la stratégie décennale. Donc, un premier point, c'est l'incitation financière en première année à destination des établissements de santé. Donc, l'appel à projet se montait à 385 000 €, 3 dossiers retenus, 55 000 € par établissement. Était surtout prioriser le recrutement d'infirmiers de RH pour faire la jonction entre l'établissement hospitalier et l'HAD non intégré. Parallèlement, nous avons accompagné au niveau médical et pharmaceutique pour arriver à harmoniser les pratiques dans la région. Donc, on a rédigé une trame de convention type relative à l'organisation de la prise en charge des chimiothérapies injectables en HAD. Et on a travaillé l'Omédite en collaboration avec le DSRC sur une uniformisation des pratiques pour 6 molécules facilement administrables au domicile, donc 4 molécules sous-cutanées, ASA, Aborté, DARA, Trastu, et également les 2 premières immunothérapies. Il nous reste évidemment à travailler sur l'adaptation du parcours numérique en cancéro pour intégrer ce travail que j'ai montré précédemment dans le e-parcours Azuréso pour pouvoir faciliter la communication entre les professionnels. Retour des établissements retenus dans l'appel à projet. Donc, c'est relativement mitigé, on peut le dire. Donc, 3 établissements, un seul a inclus des patients, 53, 719 séances. La troisième ligne, on voit le rapport patient-séance sur les molécules citées. Les actions mises en place dans cet établissement ont été bien évidemment le recrutement d'une IDE commune entre l'HAD et le CH, convention pharmaceutique signée. Ils nous font le retour quand même de difficultés rencontrées, notamment des difficultés de qualité sur le maintien du chêne de froid en relation avec l'HAD, des problèmes de RH en pharmacie, problèmes de sécurité informatique et des contraintes financières pour le CH. Pour autant, l'activité diminue et bientôt une enquête satisfaction patient.
Les deux autres établissements n'ont pas inclus de patients. Celui qui est dans la deuxième colonne devait inclure à partir de juillet. Donc, il a un petit peu de retard. Donc, il s'engage à inclure à partir de novembre. Pour autant, il s'était engagé que sur une molécule, le trastuzumab subcutané, ce qui fait que d'ici mai 2024, il s'engage sur 25 patients. Il note, bon, le travail a été fait sur la formation IDEC-HAD et sur la convention pharmaceutique, et il signale également des problèmes de RH au niveau HAD qui a retardé la mise en le début de l'inclusion des patients. Le troisième établissement n'a pas inclus, a fait le travail sur les actions mises en place, aussi bien au niveau RH, convention, système d'information sécurisé. Pour autant, alors déjà, suite à la sortie de l'azacitidine et du bortezomib de la liste des molécules onéreuses, il s'était retiré sur cette activité. Et donc, il leur restait le trastuz sous-cutané. Et en fait, comme leur cible était les patients intracités dans leur ville, en fait, les patients ont refusé l'inclusion en préférant venir à l'hôpital de jour plutôt avec un horaire précis, plutôt que d'attendre l'HAD toute la journée, sans horaire précis. Donc, ils se demandent s'ils ne vont pas élargir un petit peu, changer leur cible et surtout incorporer l'immunothérapie dès à présent, alors que dans l'appel à projet, c'était en année N+3. Donc ça, c'était le retour déclaratif des établissements. Maintenant, si on regarde l'évolution de l'activité en PACA, donc ce sont des données issues de Scan Santé, on a toujours 16 HAD qui déclarent des journées MPP 0,5, donc la même chose que l'année précédente et que les années précédentes. Pour autant, on a une activité qui augmente fortement, puisque on devrait, là, à 8 mois, on est à 4900 journées, je crois, et en 2023, on devrait être à 6900, alors qu'on était à 3000. Donc, une grosse augmentation, avec une répartition qui se modifie un petit peu entre le public, privé non lucratif et le privé, avec une imprégnation un peu plus importante du privé non lucratif, qui passe de 49 à 55%, au détriment peut-être du public. Et si on prend les 6 premières HAD de l'établissement en part d'activité, elles représentent ces 6 HAD 80% de l'activité sur PACA. On est toujours à M8 2023, avec l'Institut Paoli Calmette, qui à lui seul représente plus de 31% de l'activité. Si maintenant on fait le focus sur les molécules onéreuses et les médicaments coûteux, j'ai intégré les données de l'azacitidine et du bortezomib en récoltant effectivement ce qui passe dans un autre fichier, toujours dans Scan Santé. On a toujours 5 HAD qui administrent des anticancéreux, bien évidemment, médicaments licencieux, c'est coûteux. Mais avec une modification effectivement. Alors tout le monde augmente, sauf le CH de Bagne qui diminue, mais on voit l'IPC qui faisait 7 UCD et qui passe à 811, et ce qui est vraiment une progression extraordinaire, et le CHICAS qui avait 6 UCD. Le CHICAS, c'est le centre hospitalier des Alpes du Sud, qui passe de 6 unités à 392. Donc ça, ce sont les deux centres, les deux HAD qui augmentent énormément leur activité. Je précise que ces HAD n'étaient pas dans l'appel à projet. Donc, ce ne sont pas celles-là qui étaient dans l'appel à projet, et toutes les structures augmentent. Ce que l'on peut remarquer également, c'est le nombre de molécules différentes injectées par HAD. En 2022, c'était 1 ou 2 molécules. En 2023, par exemple, le CHICAS est passé de 1 à 3 molécules injectées, mais surtout l'IPC, qui n'avait pas d'activité en fait, il y avait 7 UCD qui ne faisaient pas de l'HAD, passe à 13 molécules onéreuses et médicaments coûteux dans ces pratiques, ce qui augure un nombre de patients qui risquent d'augmenter énormément du fait de cette diversité des protocoles. Si on regarde sur les DCI injectés, donc là, on est une comparaison de 2022 par rapport aux 8 mois 2023, donc on passe de 600 à 2058. On voit l'azacitidine qui, malgré la sortie de la liste en sus, continue d'augmenter sur certaines structures. On voit l'apparition de molécules utilisées dans le cancer du sein, Trastu et Trastupertu, en sous-cutané.
principalement par une structure d'ailleurs, et l'apparition également des molécules d'immunothérapie, nivolumab, pembro, durvalumab. Donc, on est dans un début de mise en place et d'augmentation. La DOS de la RSPACA a décidé, en regardant un petit peu les chiffres, de relancer un appel à projet sur le même thème, mais cette année, les structures éligibles, les établissements de santé autorisés au traitement du cancer, HAD intégrés ou non intégrés. Donc, on élargit énormément le panel. Donc, l'objectif, c'était d'apporter l'aide financière au développement de la chimiothérapie en HAD, c'est-à-dire continuer à essayer de donner une dynamique à notre région. On sait que les pertes d'activité et les recettes de l'hôpital de jour sont importantes, même si pour une structure qui a un hôpital de jour saturé, c'est à moyen terme de toute façon pas une perte, mais il y a bien évidemment la nécessité de ressources humaines supplémentaires, la nécessité d'investir dans un système d'information accessible hors les murs, donc, et de financer éventuellement au travers de cet appel à projet cette évolution. Et également, certaines structures nous ont remonté le fait d'investir dans des équipements permettant le transport des préparations en respectant les bonnes pratiques, type glaciaire, eutectique, sonde de température, qui sont du consommable, mais qui sont nécessaires et qui ont bien évidemment un coût. 8 candidatures recevables, 7 dossiers retenus. Sur ces 7 dossiers, 6 établissements ont un HAD intégré et un établissement a une HAD non intégrée. Et il y aura donc une convention entre l'établissement autorisé avec l'HAD en établissement associé. L'engagement de ces 7 structures, c'est un engagement sur le sous-cutané en sein, sous-cutané en hémato, mais également l'immunothérapie. Les freins et les pistes d'amélioration. Donc là, j'ai repris les termes du Centre de réflexion en immuno-oncologie sur les obstacles et les pistes d'amélioration. Donc les obstacles, c'est la complicité de coordination entre l'hôpital, l'HAD et la ville, et l'absence de rémunération prévue pour le service prescripteur. Les pistes d'amélioration, c'est communiquer, former, améliorer, harmoniser les modes d'organisation de fonctionnement des HAD, puisque chaque HAD a son organisation et il serait quand même plus lisible et les professionnels de santé pourraient mieux s'y retrouver si effectivement l'organisation de toutes les HAD d'un territoire comme la région PACA pouvait avoir un minimum de socle commun d'organisation. Améliorer la formation des infirmières libérales, valoriser le temps consacré par les PS, les professionnels de santé libéraux à la formation, et également améliorer la diffusion des supports d'information pour les patients, les professionnels de santé, donc investir sur l'outil en PACA, le e-parcours Azuréseau. Et bien sûr, assurer un financement pour les HAD pour les services prescripteurs. Et donc là, la perspective est tout à fait réjouissante. Quand j'ai fait les diapos, on n'en était pas à ce stade. Donc, il y avait un amendement au PLFSS 2024 qui a été, donc PLFSS a été adopté par l'Assemblée nationale le 29, qui est devenu maintenant l'article 23 bis. Donc, ce que l'on voit dans cet article, c'est qu'il y a possibilité d'accompagner les établissements et de percevoir une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d'expertise et l'appui à la prise en charge dans le cadre d'un adressage vers une hospitalisation à domicile. Cette rémunération ne peut être versée qu'aux établissements autorisés au traitement du cancer par traitement médicamenteux systémique. Un décret en Conseil d'État précisera les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire. Et la liste des établissements sélectionnés dans cette expérimentation sera fixée par arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale. Et cette expérimentation est prévue pour une durée de 3 ans. Donc, il a été choisi une expérimentation pour aller plus vite, mais c'est un véritable progrès
dans la perspective de mettre ces patients en HAD et que les professionnels de santé des établissements qui adressent puissent avoir une rémunération, une juste rémunération du travail qui est fourni. Merci. Merci. J'aurais une question, en fait, on pose les questions maintenant. Quelle est la finalité pour vous? Quel est l'intérêt que vous voyez pour vous, peu importe le point de vue du patient, vous, hospitalier, etc., mais de dire, je vais faire partir mes patients en HAD. Je précise ma question, c'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez choisi que des molécules qui sont des molécules avec des durées d'administration très courtes. J'ai entendu un certain nombre d'intérêts. Les hôpitaux de jour sont complètement engorgés, etc. Il y a un problème de financement, on perd nos ressources, etc. Mais la finalité, en fait, de faire partir le patient en HAD, il y a des ressources d'infirmières en ville et à l'hôpital qui ne sont pas forcément en expansion. Donc, pourquoi avoir choisi ces molécules avec des durées d'administration très courtes? Il n'y a pas que vous qui faites ça. Il y a énormément d'établissements ont choisi des molécules très courtes. Mais pourquoi, en fait? C'était quoi votre rationnel? C'est plus facile d'administrer une sous-cutanée au niveau de la ville, avec la présence de l'infirmière libérale au domicile du patient, que d'avoir une perfusion qui va durer 3 heures, et avec des possibilités de problèmes de perfusion, etc. Donc, et puis après, ça ne veut pas dire que ces 6 molécules choisies sont les seules à pouvoir être administrées. Nous, on a essayé de travailler pour rationaliser et pour mettre un petit peu une dynamique, mais toutes les HAD sont libres d'administrer et de... Ce que je veux dire, par exemple, si vous avez l'opportunité de pouvoir externaliser, on en parlera dans une autre présentation, mais du cisplatine à domicile, sur des administrations très courtes, par rapport à une administration de 5 herceptines sous-cutanées, ben, vous vous apercevez que vous avez parlé d'une satisfaction patient par rapport aux administrations sous-cutanées où il faut qu'ils attendent, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura 5 patients qui peuvent être, entre guillemets, gênés par cette attente-là. Vous avez 5 infirmières à domicile qui vont devoir être contactées, organisationnelles, ils vont devoir se déplacer, etc. par rapport à une seule administration. Donc, c'est-à-dire que vous allez utiliser des ressources. Je critique rien, hein, c'est simplement une réflexion qu'il faut que je partage. Et de dire, donc c'est-à-dire que vous allez solliciter 5 infirmières à domicile, 5 déplacements, 5 envois, enfin tout multiplié par 5. Dans votre hôpital, comment? Ça peut être la même infirmière qui fait 5 patients. C'est compliqué, hein, parce que généralement, vous n'avez pas les 5 patientes qui sont au même endroit, ils sont localisés sur un territoire. Mais, et puis par contre, dans votre hôpital de jour, vous allez retirer 5 sous-cutes. 5 sous-cutes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez retirer comme impact de temps pour vos infirmières, soit dégager du temps pour que les infirmières s'occupent mieux des patients ou prendre d'autres patients qui attendent possiblement parce qu'il y a beaucoup de patients à traiter, etc. Donc l'idée, c'est de se dire aussi, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir un petit peu autrement? Et donc nous, c'est ce qu'on a commencé à réfléchir il y a 4 ou 5 mois en se disant, mais est-ce que c'est vraiment intéressant, quel que soit le point de vue que je viens d'évoquer, par rapport aux ressources, par rapport à l'économie, par rapport au transport, tout ce que vous voulez, de faire, à l'inverse, de faire partir un traitement qui va m'emboliser un lit complète, la journée complète, et que je sais que ma méridienne, je vais pouvoir le remplacer par 3 patients. Et donc, en fait, nous, on change complètement d'organisation. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Et récemment, c'est pour ça qu'on va mettre en place les cisplatines à domicile. Parce que justement, ça nous permet d'avoir 3 patients supplémentaires qui viennent à l'hôpital de jour ou du temps supplémentaire pour les infirmières de notre hôpital de jour pour s'occuper mieux des patients. Et par contre, une seule infirmière à domicile, la coordination de l'hôpital de l'HAD, ils ont une seule coordination à mettre en place. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt mettre un pas en arrière et se dire, est-ce qu'on choisit les bonnes molécules? Je ne sais pas, c'est une question, c'est une longue. Ne soyez pas perturbée, Madame Labatte. Non, je ne suis pas perturbée. Je pense qu'il en est arrivé là. Parce qu'il a commencé. Voilà, il y a une antériorité de 25 ans pour en arriver à ce niveau de réflexion. Tout à fait. Et que ce qu'on est en train de partager avec Bertrand et avec vous, c'est qu'on peut partir avec un modèle comme le vôtre,
mais qu'il faut absolument profiter des expériences antérieures et qu'il faut presque 25 ans pour arriver à une modélisation. On n'est plus sur de la molécule, on est vraiment sur de l'organisationnel. Et qu'est-ce qui est le plus intéressant en termes de consommation, de ressources humaines, parce qu'on en est là, hein, et de valorisation aussi. Et moi, je pense qu'il faut, c'est très important, Bertrand, de dire d'où tu parles. Il n'y avait aucune critique dans ce que je dis, c'est pas ça du tout. Parce que quelque part, il y a beaucoup d'établissements qui partent sous la sous-cutanée. Mais encore une fois, il faut penser, il y a plein d'axes, l'axe ressources de ville, l'axe de ressources hospitalières, l'impact également économique pour nos hôpitaux de jour, les HAD intégrés, HAD pas intégrés. Il y a une multitude de paramètres qui font qu'en fait, mais ce qu'il faut, c'est être pragmatique, être efficace le plus possible en consommant le moins de ressources. Et puis ça va faire plaisir à plein de gens, possiblement même moins de dégazement de gaz de je sais pas quoi, parce que si on a 5 déplacements de moins à faire, ça va avoir de l'intérêt, même si c'est pas trop mon truc, mais globalement ça peut se vendre aussi comme ça. Donc quelque part ça peut être intéressant quand même de reculer un petit peu et de se dire, prenons l'expérience effectivement peut-être des autres, et attention, la réflexion que j'apporte ici, ça a été très difficile de convaincre, même en interne, de se dire, oh non, on va pas faire partir des cisplatines. On veut faire partir plein de petites molécules, c'est beaucoup plus facile. Mais dans un hôpital de jour, mettre une petite sous-cute par-ci, par-là, ou faire une salle d'injection, c'est très facile à faire. Donc, on va pouvoir dégager des ressources. Ma présentation n'exclut pas que du cisplatine ou de l'gemcitabine soit administré, sauf que je n'ai pas les données dans Scan Santé parce que je ne peux pas. Donc, rien n'exclut. Je sais qu'un établissement qui a répondu cette année à l'appel à projet se positionne sur de la gemcitabine, du 5FU et du cisplatine. Donc, ce n'est pas exclusif, mais je n'ai pas les données. Donc, je ne peux pas vous en parler. Moi, je suis à l'hôpital de Toulon et en fait, je comprends le dans la région de Carole-Laval. Quand nous, on a voulu travailler avec les HAD, on a trouvé aussi qu'il était... On a trouvé aussi qu'il était intéressant de partir sur des petites injections qui étaient en effet rapides, faciles. On s'est quand même heurté, alors nous on n'a pas d'HAD intégré, on s'est quand même heurté à une HAD qui avait des doléances qui étaient pas entendables pour un hôpital, c'est-à-dire que c'était à nous de nous plier aux heures de départ des traitements. Donc, ça modifiait notre capacité à travailler, à sortir les produits, mais on a travaillé. Et puis, on est arrivé sur la gemcitabine. On a aussi pensé que pour l'HDJ et pour l'hôpital, c'est un manque à gagner, comme vous dites, hein, les petites molécules, ça va vite. Les salles où on peut faire les Vidasa, ça passe les uns derrière les autres. Les immunothérapies, ça passe les uns derrière les autres. Et quand on a parlé de gemcitabine, eh ben là, en fait, l'HAD nous a opposé le fait que l'infirmière n'allait pas passer le temps de la perfusion au domicile du patient et que, éventuellement, si on en était d'accord, on pouvait perfuser, partir faire autre chose et revenir. Eh ben pour le coup, en fait, nous, on n'a pas réussi à trouver de consensus, ni sur les petites molécules et les injections en sous-cute, ni sur des molécules un peu qui prennent du temps. Alors le cisplat, en effet, moi je suis d'accord avec vous, c'est du temps immobilisé sur un fauteuil dans une HDJ et ça évite de tourner. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a l'HAD, l'infirmière qui nous dit « mais je ne vais pas rester au domicile, je reviens à la fin ». Pour le coup, sur un territoire comme le nôtre, autour de Toulon, on a deux HAD qui sont pour nous pas des HAD intégrés. La première m'a pas donné envie de travailler avec la deuxième, et finalement, je suis bloquée parce que les petites, elles me demandent de lui sortir des Vidasa, des Velcade quand je peux, quand ça l'arrange, et les grandes, elles veulent pas rester au domicile. Donc, on est en train de réfléchir pour faire une HAD intégrée, du coup. Sans parler des problèmes informatiques et pour les établissements avec tout ce qui se passe en termes de cyberattaques, de faire rentrer des extra-hospitaliers sur notre logiciel informatique. Là, on a eu un veto ferme. On accepte une question encore ou pas?
Parce que j'en vois deux encore déjà. Non, pour moi, c'était juste un commentaire parce que je rejoins tout à fait Fadila. En fait, ce que propose Bertrand, et on est là aussi pour ça, ces journées, on attend que ce soit des catalyseurs pour aller plus loin, pour innover. Ce que propose Bertrand, c'est partager une expérience, une vision très avant-gardiste de l'HAD avec un dispositif qui est créé depuis longtemps, sur lequel on peut s'appuyer, etc., pour encore aller plus loin et ne pas rester sur les choses les plus simples, à mettre un petit peu de complexité, mais mettre les acteurs, les moyens, les organisations, etc. Et je crois que tout ça, ça peut se faire que de façon accompagnée et surtout en regardant ce qui se passe et ne pas rester centré sur nos propres organisations. Il y a quand même d'autres modèles qui existent en Europe, aux États-Unis. Aux États-Unis, les patients qui reçoivent des carticelles, ben, ça se fait en ambulatoire. Ils restent une journée et puis ils rentrent chez eux. Donc, je crois que ça veut dire que tout est possible. Et je pense que c'est un petit peu ce que Bertrand voulait nous montrer, comment est-ce qu'on peut davantage innover. Et je trouve que c'est tout à fait les sujets de ces JPCO. Merci. Donc, pour les personnes qui sont en ligne, elles reviennent un peu sur ce qui a été dit. Elles disent qu'il faut quand même prendre en compte les besoins et les souhaits du patient, hein, parce que bon, finalement, 1 heure de route pour 5 minutes de trace-tu, est-ce que ça vaut le coup? Et également qu'il faut peut-être laisser aux HAD plus de temps pour s'adapter aux cisplatines et mettre ça dans la pratique. Merci Carole. Et on va passer maintenant justement à Luc et Fadila qui, eux, vont nous montrer comment on peut harmoniser les pratiques des HAD au travers d'un référentiel qui fait la suite de ce que Carole disait en termes de problématiques pour uniformiser les pratiques. Alors, merci d'abord à Madame Labat et à Bertrand de nous avoir donné la transition idéale pour dire finalement, il faut partager les expériences. Ça fait quelques années maintenant que dans le cadre des JPCO, on vous parle de ces HAD intégrés, de la possibilité de faire un certain nombre de traitements en HAD. Et on a un peu réfléchi, cogité avec beaucoup de monde sur la manière dont on pouvait continuer au-delà de nos journées à finalement partager ces expériences. Et on s'est dit que on va penser que je suis un peu monomaniaque pour ceux qui me connaissent, que ça serait bien à travers un référentiel. Quelque chose qu'on peut partager au-delà de nos échanges. Alors, je ne sais pas si on peut afficher le diaporama, s'il vous plaît. Très bien. Merci beaucoup. C'est ça qu'il faut faire. Alors, tu vois, tu n'es pas toute seule, Catherine. C'est bon, ça marche. Bon. On est tous avec toi. Donc, on a fait... je voulais juste en introduction vous dire quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, et qui m'a beaucoup frappée. C'est au dernier congrès de la SFSPM, il y a eu une session spécifique dédiée à l'HAD. C'est pas si courant que ça, puisque c'est la Société française de cénologie et de pathologie mammaire, session dédiée à l'HAD, et dans cette session, il y a un intervenant qui a dit aujourd'hui, nous avons des HAD qui sont attachés aux partenaires d'établissement. Demain, avec l'évolution qui se met en marche, nous aurons des établissements qui seront rattachés à des HAD. Et moi, je pense que c'est très concrètement vers cela qu'on va, puisqu'on voit bien que tout ce qui nous a été montré ce matin, on s'achemine vers des établissements qui vont devenir de plus en plus des plateaux techniques et où nos hôpitaux de jour et nos HAD vont être finalement la possibilité de pouvoir prendre encore plus de patients. Et vous savez que c'est un challenge important. Alors, Luc et moi, nous n'avons pas fait ce référentiel tout seul, c'est nous qui le présentons, mais merci à Hélène Labrosse et à Florent Charat de leur aide à le faire et de leur aide à l'animation des groupes de travail. Donc le groupe, alors vous n'avez peut-être pas la possibilité de lire tous les noms, l'idée c'était de se mettre en situation de partager avec des gens qui ont une pratique d'HAD. Je sais bien que dans ces démarches de référentiel, il faudra à un moment qu'on ait ce regard, on va dire, un peu vierge, un peu naïf, de relecture,
parce que c'est excessivement important. Alors, on n'avait pas encore le Centre Léon Bérard qui avait décidé de sortir le cisplatine. Donc, vous voyez, Madame Labat, je vous rejoins. C'est tout nouveau, c'est perturbant. C'est une réflexion qu'il faudra qu'on intègre et qu'on donne le cadre pour le faire. Alors, ce groupe de travail donc, qui est assez important, assez diversifié, qui est interrégional, pour ne pas dire national, c'est organisé en 2 sous-groupes avec au moins 2 étapes de travail. Donc, un premier sous-groupe qui est le sous-groupe des pharmaciens. Il nous semblait que c'était important justement de déblayer sur ces pratiques, qu'est-ce qu'on fait sortir, puisque c'était ce qui avait été identifié comme une des, je ne vais pas dire un des... je vais parler de frilosité à faire sortir les patients en HAD avec ces chimiothérapies-là. C'était de travailler sur la sécurisation de la dispensation donc en HAD à domicile, avec premièrement l'identification des protocoles réalisables et réalisés en HAD, parce qu'il faut aussi rester pragmatique, une identification alors, des supports de prescription qui sont à l'œuvre, et la manière aussi de gérer les effets secondaires immédiats, et une identification aussi des supports d'information pour les professionnels de santé. On verra après qu'il y en a d'autres qu'il faudra travailler. Donc, je te passe la parole pour le travail du sous-groupe. Oui, merci Fadila. Alors avant peut-être d'aller un petit peu dans le détail et le descriptif en fait des outils qu'on a essayé de développer pour accompagner justement les HAD, parce que alors Carole a effectivement mentionné peut-être une dynamique assez importante en région Auvergne-Rhône-Alpes par rapport à le parcours de ces patients, parcours chimiothérapique de ces patients en HAD. Pour autant, il faut quand même regarder les choses en face. On a des locomotives, hein, on a 2 ou 3 locomotives, et puis on a d'autres établissements qui, en termes de production, c'est un petit peu ce que tu as présenté, mais avec même un plus grand écart en termes de nombre de types de chimiothérapie sur les 2 ou 3 établissements. Et puis, il y a un enjeu aussi, il y a un enjeu d'essayer de combler le trou dans la raquette au niveau des... Alors, j'ai pas mis de diapo, mais ça aurait pu être effectivement intéressant. Il y a des travaux qui sont faits au niveau de l'ARS là-dessus pour essayer de faire en sorte de combler les trous dans la raquette, d'essayer d'avoir une équité justement d'accès à cette HAD, à cette prise en charge en HAD au niveau de la région. Et c'est un peu notre volonté, hein. Alors dans un contexte que tu as également rappelé, Carole, donc avec des facteurs favorisants, c'est des hôpitaux de jour qui sont surchargés, qui sont pas peut-être plus en capacité, en qualité justement d'absorber cette activité. Et puis un aspect aussi qui est politique, hein, avec notamment donc la LFSS 2024 qui va permettre en fait une meilleure une modification du modèle économique et un intérêt. Voilà. Donc on a travaillé donc sur la base en fait de l'expérience en région Auvergne-Rhône-Alpes au sein de ce groupe de travail dont je me fais le porte-parole, hein, et on a essayé de voir d'abord quelles étaient effectivement les molécules qui disaient quels étaient ces outils qui permettent en fait d'accompagner, de prendre en charge au mieux ces patients. Alors, avec aussi un autre point, avant de passer au concret, une grande hétérogénéité une hétérogénéité, ça a été également mentionné dans l'organisation, et ça, c'est aussi à prendre en compte. Les outils doivent peut-être être adaptés en fonction des modes d'organisation. Je sais
pas si on peut. Alors, on peut avoir une base effectivement sur l'harmonisation de l'organisation, mais jusqu'où peut-on aller quand on a des prises en charge et des organisations qui sont différentes entre les HAD intégrés et les HAD qui sont autonomes et qui sont prestataires d'établissement. Donc là aussi, peut-être il y a cette réflexion et une adaptation en fait de ces outils à avoir. Donc on a réfléchi, voilà. Donc d'abord, première chose, c'est de voir quels pouvaient être les critères d'éligibilité, pardon, des médicaments qu'on pouvait prendre en parentéral. Ouais, bah oui. Merci Bertrand. Et pourtant on en avait discuté, hein. Vous voyez, il y a peut-être à parfaire la communication au sein de même de notre région. Alors, dans les critères, on va dire, mais c'est bien. On voit que effectivement, il y a besoin d'agilité même là-dessus. Et ce qu'on va vous dire aujourd'hui, ne sera peut-être pas vrai demain, parce qu'effectivement, il faut faire preuve d'adaptation par rapport à nos organisations. Alors pour autant, on est parti effectivement de l'existant, mais on se laisse effectivement la possibilité d'évoluer. Alors dans les critères de choix, naturellement, il faut que l'indication ait été validée en RCP. En règle générale, la réalisation, alors ça c'est aussi molécules en fonction des molécules, mais le C1J1 doit être fait en HDJ à minima, et puis en fonction d'autres molécules comme les immunothérapies, c'est un petit peu plus long à réaliser parce que du fait des effets secondaires. La stabilité de la préparation aussi, à prendre en compte, le délai de transport. On le voit d'ailleurs bien que certains on a une HAD qui ne fait pas de Vidasa dans la région pour des questions justement de conservation. La prémédication, alors ça c'est un sujet un peu délicat parce que ça dépend aussi des équipes. Harmoniser, homogénéiser les prémédications, c'est quelque chose de difficile. Pour autant, il faut essayer de partir sur des protocoles qui nécessitent des prémédications qui soient simples, et notamment des prémédications orales. Dans les modes d'administration, alors voie d'administration, alors là on se limite pas à la sous-cutanée, mais l'intraveineuse peut être utilisée. La durée, alors la durée là aussi, et ça a été unanime sur l'ensemble en fait des HAD, c'est maximum 1 heure administration et surveillance compris, parce que supérieur à 1 heure, c'est quand même difficile de garder en fait une infirmière libérale au domicile du patient. En ce qui concerne la tolérance à la toxicité, c'est un paramètre aussi à prendre en compte dans la sélection des molécules. On en a parlé, surveillance post-administration. Le circuit des déchets doit être réfléchi, essayer d'homogénéiser quelle que soit la thérapeutique. Et puis, on en a parlé, le critère médico-économique. Et donc, en fait, on a sorti la voie intratécale, les protocoles très émétisants et les risques allergiques importants. Vous avez vu, je suis vraiment agile. Non, je suis très, très agile aussi. Donc voilà la liste en fait des anticancéreux qui est retenue, mais qui peut évoluer, vous l'avez compris, avec il y a les têtes d'affiche, je reviendrai pas dessus, Vidasa, Velcade, et puis une montée du daratumumab en subcutané, et puis en ce qui concerne donc les chimiothérapies, l'oncologie, le trastuzumab en voie IV ou sous-cutanée, mais là encore, ça dépend des centres. Certains veulent effectivement, préfèrent plutôt garder la sous-cutanée et mettre l'IV en HAD, et gemcitabine, et puis les immunothérapies qui arrivent, et notamment suite aux expérimentations, l'expérimentation dans le cadre de l'article 51.
suis pas toute seule. C'est vraiment sympa de bien vouloir faire croire que en fait, je sais manipuler les trucs. En fait, c'est ça, hein. C'est juste le message. Hein. C'est vraiment sympa, merci. Bien, alors dans ces outils au nombre de 3, qui ne sont effectivement que des outils, hein, et doivent être accompagnés d'un certain nombre de choses. Donc on a pensé à l'élaboration d'une fiche information à l'attention de tous les professionnels de santé qui prennent en charge ces patients en HAD, avec des notions, un certain nombre de rubriques, alors là, qui peuvent varier également. On a pas mal discuté sur l'aspect indication, puisque pour certaines molécules, c'est clair, pour d'autres, ça n'est qu'une partie, en fait, des indications elles-mêmes de la molécule. Avec aussi un détail concernant les protocoles d'administration, et notamment un détail soit en fonction de l'indication, soit en fonction aussi des différents, parce qu'il peut y avoir différents types de protocoles. Présentation des chimiothérapies, est-ce que c'est des poches, est-ce que c'est des seringues, les modalités de conservation et de stabilité, ça on en a parlé, les modalités d'administration, la surveillance, alors ça aussi c'est un point important à garder à l'esprit en se focalisant sur les événements les plus notoires à surveiller. Et puis, alors, le coût moyen d'une cure, là, c'est quelque chose où on n'est pas sûr de laisser ce type d'informations, notamment avec la sortie des molécules, des modalités de prise en charge dans le cadre des molécules en sus, des GHS. Excusez-moi. Deuxième outil qui est plus destiné aux infirmières sous la forme d'une checklist qu'elles pourraient avoir et suivre au cours de la prise en charge de ce patient. Donc, en partant de l'identito-vigilance, des mesures d'hygiène également pour l'administration de ces médicaments, mesures d'hygiène qui doivent être en rapport avec les recommandations, notamment celles qui sont émises par le réseau de cancérologie. Et puis, pendant donc les préparations à l'administration, donc qui peuvent varier en fonction du type, sous-cutané ou IV. Et pendant l'administration, donc, des précisions sur la voie, la durée et la surveillance particulière, et également après l'administration, donc les surveillances post-administration, les problèmes de réaction au point d'administration ou des problèmes d'intolérance de toxicité hématologique ou digestive. Et l'élimination des déchets, on en a parlé. Et puis, troisième outil où là, c'est quelque chose qui prête à discussion en fonction des molécules, et notamment des organisations, puisque pour le coup, là, le hockey chimio peut varier en fonction de ces organisations. Et donc, mettre une fiche, enfin faire une fiche en fonction, donc qui permette de reprendre les problématiques de l'état général du patient avant l'administration, donc les constantes, les effets indésirables lors de la dernière cure, depuis la dernière cure, et puis les données du bilan biologique qui sont nécessaires pour justement ce hockey chimio. Voilà, donc des outils qui sont en cours de réalisation. Donc on ne vous les a pas listés parce que bon, ça aurait fait une certaine... un peu un catalogue, et puis surtout, ils sont en cours de validation par les différents groupes de travail. Alors, peut-être juste pour rajouter qu'on ne part pas de zéro, hein, parce qu'il y a énormément de choses qui sont, par exemple, les protocoles ou certaines bonnes pratiques infirmières, elles existaient déjà dans le réseau, elles s'adressaient à une situation qui était une situation hospitalière ou une infirmière seule, pas dans le cadre de l'HAD, donc c'est plutôt des adaptations qu'on va avoir. Donc, on a laissé le groupe des pharmaciens dérouler son travail, et on va revenir sur le groupe des médecins et des IDE parce que
ce qui a été déjà dit en partie par Luc, ce qu'on ne veut pas faire, c'est proposer un modèle clé en main. Ça ne sert à rien parce que les contextes sont différents. Dans un cas, on va avoir une HAD intégrée. Dans un autre cas, on va avoir une HAD plutôt indépendante. On va avoir des situations territoriales où il va y avoir plus ou moins d'infirmières libérales qui vont s'engager dans le travail. On a des HAD qui ont des salariés, d'autres qui font appel aux acteurs de ville. Donc, il n'est pas question de formater, puisque tout ça existe, il faut le prendre en compte. Et donc, l'idée, c'est que le cadre organisationnel prenne en compte ça et dégage les idées forces pour que chacun s'en empare et puisse l'adapter à sa propre organisation. Donc, parmi les modèles, et vous vous rappelez qu'il y avait quand même quelques discussions sur quelles conventions, etc., entre une HAD et un établissement. Donc, il y aura des propositions de modèles de convention. On va essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait pas 10 en annexe, d'essayer de trouver celles qui sont les plus proches de ce qui est le plus opérant. Avoir aussi, ce qui a été dit, l'organisation et les conditions du feu vert à domicile. Là aussi, il ne suffit pas d'avoir le support. On a un problème d'hétérogénéité dans ce domaine où globalement on apprend que dans certaines structures c'est presque un pré-feu vert qui est donné la veille pour qu'une équipe libérale puisse agir. Dans d'autres endroits, c'est un médecin généraliste qui vérifie tout ça et donne le feu vert. Et puis dans d'autres situations, c'est vraiment l'équipe HAD, le médecin de l'HAD qui donne le feu vert. Donc là aussi, il faudra qu'on identifie toutes ces situations et en quoi force et faiblesse de chacune des organisations. Les identifications des supports d'intérêt pour les IDEL dans la banque de données de bonnes pratiques infirmières qui existe déjà dans le réseau Ancora, des supports d'information pour les médecins généralistes à qui on demande finalement, souvent on les met devant le fait accompli, et donc c'est intéressant qu'ils aient aussi l'accès à ces supports. Et puis on parle beaucoup de chimiothérapie, mais dans l'immunothérapie et on a une pratique, on a la chance dans des régions où on a participé à des articles 51 avec des sorties d'immunothérapie, avec des infirmières qui interviennent pour former des patients en éducation thérapeutique. Donc, il faut aussi qu'on puisse partager ça, l'éducation thérapeutique des patients et des proches. Alors, les perspectives, pour conclure, c'est finaliser ce premier travail. Vous proposez à tous, alors ceux qui sont là, ceux qui sont derrière leur écran, mais plus largement à travers l'ensemble des réseaux régionaux de cancérologie, un travail de relecture interrégionale, élargir la réflexion aux autres anticancéreux, donc systémiques en HAD, mais aussi en dehors de l'HAD, et évaluer les besoins de formation et leurs modalités. Parce qu'on a aussi entendu que les praticiens hospitaliers, les équipes hospitalières avaient une réticence à confier leurs patients, vous voyez le terme de propriété, leurs patients à d'autres équipes dont elles ne sont pas sûres qu'elles ont toutes les qualifications en termes de qualité, de compétences et de sécurité de prise en charge. Voilà, donc on va essayer de travailler progressivement sur toutes ces réticences et tous ces freins qu'on a identifiés dans notre enquête. Et bon, vous êtes tous, bien sûr, invités à nous rejoindre. Et on aura fini. Très rapidement, en fait, je suis désolé si j'ai bousculé. En fait, je rappelle simplement sur le cisplatine, c'est tout nouveau et en intra au centre Lambérard, ça a été très compliqué de faire changer ça. D'accord, donc c'est tout nouveau. C'est pour ça que c'est voilà. Une toute petite remarque générale et puis après je vous laisse la parole. C'est simplement pour dire que bien entendu, c'est fondamental dès qu'on lance une activité, la structuration proposée par des référentiels, elle est indispensable si on veut se lancer dans ce type de mise en place de nouvelles organisations, parce qu'il y a tellement
d'entrée, différentes, intégrées, pas intégrées, qu'est-ce qu'on met dedans, les industriels modifient les durées, les données de stabilité, ben, on va pouvoir faire du daratumumab, ben, on ne pouvait pas en faire. Enfin, ça va changer sans arrêt. Donc, c'est évident que ce que vous faites est capital pour la réussite. Alors, on va prendre une question, parce que sinon, on ne va pas tenir les temps. Je peux faire un petit commentaire? Oui. Bertrand, tu es comme moi. Tu as été formé par Thierry Philippe. Et Thierry Philippe disait il faut s'assurer que tout le monde puisse sauter 1 mètre avant de leur proposer de sauter 1,80 m. Là, tu nous as mis 1,80 m tout de suite. Si on veut embarquer la plupart des gens, parce que Madame Labat, vous avez montré le taux de proposition d'HAD aux patients dans notre région, mais on est loin du compte en matière d'alternatives possibles. Et donc, toutes les régions françaises ont à faire cet effort. Et je pense que, oui, il faut quand même que tous, on arrive à tous sauter 1 mètre avant de sauter 1,80 m. Mais merci, Bertrand, parce que c'est un super challenge que tu nous proposes. Oui, bonjour, Laurent Pézère, ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, merci beaucoup pour ce travail. Je voulais juste vous demander si vous parliez de la diversité des organisations hospitalières, intégrées, moins intégrées. Et je voulais savoir si dans votre démarche, vous aviez abordé la perspective avec une démarche de type fonction implémentation contexte, fonction clé implémentation contexte, qui permet de passer du cœur au contexte plus général et donc de tenir compte de la diversité des situations. Dans le référentiel, je parle sous votre contrôle parce que je ne suis pas sûre d'avoir complètement compris la question, mais globalement, ce que je comprends, c'est, et je ne sais pas si on va y arriver, c'est quand même qu'on a des contextes extrêmement différents, avec des ressources extrêmement différentes dans les territoires, et que on partage suffisamment sur ces sujets. Si on continue à empiler à Lyon et à 50 km de Lyon toutes les possibilités, on ne fait que augmenter l'inéquité d'accès aux soins et à la diversité et aux services. Et donc, évidemment, dans ce référentiel, l'idée, tout en voulant faire sauter que 1 mètre à tout le monde dans un premier temps, il y a aussi l'idée que on accompagne beaucoup plus les territoires où il n'y a aujourd'hui rien ou peu que je ne sais pas si c'est pas ce que vous essayez de nous faire dire, c'est pas la diversité de l'accompagnement, l'adaptation de l'accompagnement à la création des HAD, mais je pense que vous avez tout votre rôle, vous aussi, maintenant qu'il existe une piste financière pour le forfait HAD, dans l'accompagnement, et c'est-à-dire voilà, au moins l'équité territoriale, au moins celle-là. Merci Fadila, merci Luc. Je pense qu'on peut encore les applaudir. Et donc, on va passer maintenant à la voie orale avec le docteur Félicia Ferrara qui va nous faire un retour d'expérience sur Prescript Onco et qui est également la présidente de l'URPS Pharmacien PACA. Donc, bonjour à tous. Merci donc de nous recevoir. Oui. Voilà. Donc, je voulais d'abord vous remercier. Je voulais remercier l'organisation de ces JPCO qui, depuis le début, nous accueille, nous, URPS pharmaciens, PACA, mais aussi nos collègues de Rhône-Alpes, et qui nous permettent aussi de rediffuser sur nos sites, en tout cas sur nos sites internet des URPS, toute l'année, ces JPCO qui donc sont importantes pour les pharmaciens d'officine pour qu'ils puissent voir effectivement comment évolue l'environnement, comment évolue le métier de pharmacien dans la prise en charge des cancers. Donc, je voulais aussi remercier tous
tous les partenaires de l'URPS qui nous permettent voilà, d'avancer au niveau des URPS. Et je vais vous montrer où nous en sommes aujourd'hui pour Prescrip Onco. Alors la question, c'était révolution ou évolution? Alors, révolution, je crois que c'est un changement brutal et rapide. Je vais donc abandonner cette idée pour la mise en œuvre des entretiens en oncologie pour les chimiothérapies orales en ville. Oui, je sais, Florian, révolution, c'est aussi tourner en rond autour de son axe. Je vais laisser aussi tomber cette définition. Et je vais essayer de vous parler d'évolution. Alors, comment le projet Prescrip Onco évolue? Ben, ça part de la pharmacie clinique, ça part de la SFPC, ça part du patient au cœur de l'activité du pharmacien. Alors là, ce n'est pas 1,50 m, c'est pas 1,80 m, c'est un pas, une marche de plus, la convention, l'avenant 21, qui acte comme mission du pharmacien l'entretien en oncologie. Une marche de plus, tout ce qui se fait pour favoriser le lien ville-hôpital, et ces journées en sont vraiment un témoignage. Les outils, les financements que les agences régionales de santé donnent aux URPS pour qu'ils puissent accompagner ça. Et donc, la dernière marche, ça sera l'intégration des entretiens en oncologie de manière routinière dans l'activité de tous les pharmaciens d'officine. Alors, le Prescrip Onco, le point d'étape, le point de départ, ça a été le 84, où on a essayé d'identifier les freins et les leviers qu'avaient les pharmaciens d'officine pour pouvoir réaliser ces entretiens. Parmi les freins les plus importants, c'est que les patients refusaient. Et effectivement, quand vous voyez sur le site d'Amélie, c'est le site de l'assurance maladie, il dit le patient, il est libre ou pas d'accepter. Je ne sais pas si quand un médecin prescrit quelque chose, bon, bien sûr que le patient, il est libre ou pas d'accepter, mais enfin, quand même, quand il le prescrit, c'est quand même une façon d'avoir 80% d'ordonnances qui sont exécutées quand même. Mais là, c'est vraiment écrit comme ça. Bon. Et du coup, l'idée est venue de dire, si c'est un soin pharmaceutique, il faut que ce soit un soin qui soit inscrit dans le parcours de soins du patient et pourquoi pas un soin qui soit prescrit. Alors, dans le 84, dans le département, ils se sont organisés d'une certaine façon et ils ont envisagé qu'il y ait un pharmacien coordinateur entre la ville et l'hôpital qui pourrait faire, disons, cette prescription. Donc ça a été le projet du département 84. Ensuite, en 2023, donc, l'Agence régionale de santé PACA nous a proposé, dans notre contrat d'objectifs moyens, de proposer aux pharmaciens des réunions d'information et des réunions de formation. Donc, ça a été mis en place dans des territoires où, effectivement, les patients sont souvent loin du centre hospitalier. Et du coup, on l'a mis en place avec Joël Constant au niveau du CHICAS, qui a hébergé donc un lien ville-hôpital très fort, qui a hébergé les formations et les réunions des pharmaciens au sein de son centre hospitalier. Et du coup, on avait refait la même enquête sur les freins et les leviers que nous avions fait dans le 84. Nous avons refait cette enquête dans le 05. Et après avoir fait cette première enquête en mars 2023, où on avait quand même 30% des pharmaciens du 05 qui étaient participants, on a refait un état des lieux après cette réunion, où il n'y avait pas eu de formation, il y avait eu juste des réunions cas cliniques. On a refait cette enquête en juin et on s'est aperçu qu'on avait quand même 23% des pharmaciens qui avaient carrément mis en place les entretiens après cette réunion entre mars et
et donc juin. Et donc voilà, 53% qui les avaient partiellement mis en place. Donc, on a continué notre travail à l'URPS en proposant des outils et des ressources avec la collaboration, bien sûr, de tous et du réseau régional de cancérologie. On a développé aussi cette formation et cette réunion d'information dans le 04, où on propose une formation courte cette fois-ci avec la faculté de pharmacie de Marseille. Et on a 21 pharmaciens du 04 qui sont inscrits sur 60. Donc, je pense que c'est prometteur pour le 04. Et du coup, on propose aussi cette année une sorte de carnet de prescription de l'entretien qui a été réalisé avec l'Omédit et avec le réseau Oncopaca et qui permet aux pharmaciens de donner un document qui va inciter son patient à accepter l'entretien pharmaceutique. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on s'attaque aussi pour 2024 au déploiement dans les CPTS. Et donc, on fait des réunions régulières où des élus URPS et des pharmaciens experts travaillent de manière très locale pour que les pharmaciens puissent s'emparer de ces entretiens en oncologie pour les chimiothérapies orales. Voilà. Je vous remercie. Merci Félicia. Alors, on va faire pareil. On prendra une question, mais j'ai d'abord une première chose. Il faut quand même se dire que c'est énormément d'investissement pour l'URPS, mais que ça ne retranscrit pas forcément dans le discours, mais il y a des pharmaciens qui deviennent moteurs dans les différents départements de la région PACA. Et c'est des véritables relais pour entraîner la population pharmaceutique à s'investir. Alors là, je crois aussi qu'on peut reprendre la même histoire que de Fadila, hein, c'est qu'on a pris la cancérologie, qui est probablement la discipline médicale qui, pour les pharmaciens d'officine, est la plus compliquée. On est passé de 0 à 2 mètres d'un coup. Donc, mais les efforts payent. Et je pense qu'on va arriver à ce que 100% des officines pratiquent l'exercice. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci Florence Durup, je suis pharmacien d'officine, URPS pharmacien Aura. Déjà, merci Félicia, c'est vraiment une belle démonstration que tu nous as présentée là. Je voulais témoigner par rapport à la difficulté de mettre en place dans les officines, d'une manière générale, tous les entretiens pharmaceutiques et a fortiori l'entretien pharmaceutique anticancéreux oraux. Nous avons actuellement un métier qui est en pleine évolution, avec notamment la vaccination. On a beaucoup de choses qui arrivent, les TROD aussi, qui nous demandent d'acquérir des compétences complémentaires. C'est passionnant, c'est vraiment une prise en charge du patient qui devient globale et qui apporte vraiment beaucoup de services. Mais il est difficile de pouvoir tout mener de front et tout mettre en place en même temps. Juste un petit témoignage, et je crois que Catherine va en parler juste après. Nous avons dans la région une expérimentation Oncolink qui, est, bien que différente de l'avenant 21, reprend notamment la partie entretien pharmaceutique. Et je te remercie de l'avoir dit parce que je pense que Oncolink nous montre aussi que lorsque les entretiens pharmaceutiques sont prescrits d'une certaine manière, en tout cas dans le protocole, effectivement, les pharmaciens les mettent en œuvre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra travailler sur le passage en droit commun. Monsieur Peiser, on a déjà eu l'occasion d'en discuter. Voilà, ça va se faire. En tout cas, on a besoin de votre appui, à vous, les hospitaliers, pour pouvoir développer ces nouvelles missions. Et voilà, mais on va y arriver. Merci. Non, là, on est désolé, mais le timing est trop compliqué. Merci Félicia. Et on essaiera de voir s'il reste un peu de temps après Catherine. Et de suite, on laisse la parole à Catherine pour nous faire un retour sur l'article 51 Oncolink. Désolé pour ceux qui veulent des questions. Merci mille fois. Si je trouve mes diapos, ou alors je sais pas, quelqu'un va les passer. Là, en tout cas, c'est sûr que ça va pas le faire, hein, vu ce que je vois.
Bon, JPCO 2018 à Lyon, la table ronde, c'était les parcours de soins, l'article 51, le suivi des patients ambulatoires traités par anticancéreux oraux. Cette table ronde était inspirante. Dans la créativité, nous avons proposé de beaux parcours. Monsieur Peiser, vous étiez là, vous nous avez soutenus. Et quelques années après, eh bien, je suis venue vous dire où est-ce qu'on en était. Bien, Oncolink, thérapie orale, vous savez que c'est comme tous les articles 51, c'est un parcours qui est parti des soignants, du terrain. Donc, c'est nous, tous ensemble, qui avons fait remonter le besoin du suivi des patients ambulatoires traités par anticancéreux oraux. C'était aussi l'absence de remboursement, de financement, donc également le besoin de mettre en place des solutions numériques en santé. Et tout cela, eh bien, ça a fait que la DGOS a proposé son appel à manifestation d'intérêt. Nous avons été plusieurs projets retenus et vous savez que c'est le parcours Oncolink. Donc aujourd'hui, c'est un parcours qui est piloté, un article 51 qui est piloté par Unicancer. Et vous savez encore une fois quel plaisir j'ai en tant que PUPH de CHU, à l'origine du premier parcours pionnier Oncoral, de porter l'article 51 sous pilotage d'Unicancer. Voilà. Donc, nous en sommes, nous avons pour cible presque 14 000 patients au niveau national. Il y a 3 séquences. Une première séquence, c'est le premier mois de traitement, la primo-prescription, jusqu'au renouvellement de l'ordonnance avec un parcours qui se passe surtout à l'hôpital. Ensuite, on a vraiment cette séquence 2 de 3 mois renouvelable où on est vraiment dans le travail ensemble avec nos collègues libéraux et on a l'équilibre du relais de l'information, etc. Et puis la séquence 3 où on est davantage orienté sur la ville et l'hôpital. Nous sommes là seulement en recours. Voilà. Voilà la cartographie nationale avec ce qui est important, c'est la richesse des établissements dans leur diversité, des CLCC, des CHU, des CH, des hôpitaux privés. Et ce que nous demandent les autorités de santé maintenant, c'est de démontrer que ce parcours, eh bien, il peut être déployé partout dans des établissements de taille et d'organisation différentes, de façon à pouvoir être généralisé à l'ensemble du territoire, parce que c'est là l'objectif. Si on arrive à démontrer le bénéfice en termes d'organisation de soins et de bénéfice pour le patient, eh bien, ça va passer dans le droit commun. Diapo. Voilà, le premier patient a été inclus le 1er octobre 2021 par l'équipe Oncoral du groupement hospitalier sud des Hospices civils de Lyon. Bravo. Voilà. Quand même des messages. Hein. Et nous arrivons au terme du parcours en 2024, au terme de la phase cible. Et suite à quoi nous avons une évaluation nationale qui est prévue à la fois par comparaison avec la population du SNDS et avec tous les indicateurs que nous avons collectés, parce qu'il y a énormément de données en vie réelle qui sont collectées autour de cet article 51. Voilà la courbe des patients, pratiquement 6 000 patients inclus, avec à la fois des patients atteints d'hémopathie maligne et de tumeurs solides, une très belle représentativité de l'ensemble de ces cancers pour montrer encore une fois que ces parcours peuvent être généralisés à tous. Et bien sûr, des expériences extrêmement enrichissantes en termes d'échanges patients, d'expériences patients, et puis des premiers indicateurs qui parlent, hein, notamment, vous voyez, le temps moyen passé par patient dans l'expérimentation, 150 jours, on n'avait pas encore cette information-là. Je crois que ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que ce parcours repose sur de la pluriprofessionnalité. Avant cet article 51, il y avait plusieurs expériences nationales avec seulement des infirmières, seulement des pharmaciens qui travaillaient avec les médecins. Eh bien, les enseignements d'Oncoral qui ont été intégrés dans l'article 51, c'est le trinôme médecin, pharmacien, infirmier. Ça a du sens avec les parcours de soins sécurisés qu'on a vus ce matin. Donc, n'oublions jamais ça, cette pluridisciplinarité en cancérologie.
en plus de l'amélioration de l'observance, de l'anticipation de la prise en charge des effets indésirables, des interactions médicamenteuses, de la prise en compte des expériences patients, eh bien, nous avons montré également une plus-value dans la prévention d'erreurs médicamenteuses. C'est ce qui ressort notamment, mais on en rediscutera pendant le déjeuner, de cette petite illustration à l'hôpital de Romans. On continue, et puis bien sûr, comme on l'a dit, et en lien avec les présentations précédentes, eh bien, quelque chose d'extrêmement enrichissant avec nos collègues pharmaciens d'officine, et puis un petit peu plus difficile avec les médecins traitants, mais ne désespérons pas, on y arrivera. Voilà. Je vous remercie. Je vous propose de discuter de ce magnifique sujet pendant le déjeuner. Si les modérateurs m'y autorisent, je voudrais accueillir maintenant de nouveaux intervenants. Vous savez que ces parcours n'ont de sens que s'ils sont là pour accompagner et sécuriser la prise en charge des patients. Et j'ai souhaité, et je remercie le comité scientifique de m'avoir soutenu dans cette proposition, j'ai souhaité accueillir le professeur Cyril Collin et Lucie Collin. Pendant que vous vous installez, je vais vous présenter. Et tout d'abord, Lucie, Cyril, je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à nous pour témoigner. Je suis très émue. Et puis, vous aussi, j'espère bien, parce que c'est le plus beau moment de cette journée, en fait. On est là avec vous et pour vous. Et vous nous faites tellement de plaisir à venir là. Je vous raconte très rapidement. Cyril et Lucie vont nous présenter d'autres regards croisés. Les regards croisés de professionnels de santé. Cyril, PUPH de santé publique aux Hospices civils de Lyon, avec toute sa vision de la prise en charge des patients en cancérologie, etc. Et sa fille Lucie, avec un magnifique récit qui est leur histoire de regards croisés, père, fille, soignant, soigné, et ce regard croisé aussi de soignant-soigné que porte à elle toute seule Lucie à travers son parcours. Voilà, merci mille fois d'être là et tellement heureuse de vous accueillir. Voilà, merci. Merci beaucoup. On va se mettre debout, on sera peut-être plus à l'aise. Je laisse la parole à Lucie d'abord. Merci beaucoup de votre accueil déjà. Donc, je me représente, je m'appelle Lucie, j'ai 26 ans, je suis interne de pédiatrie en 6e semestre et j'ai été diagnostiquée d'un lymphome B diffus à grande cellule il y a bientôt 2 ans. Et de cette épreuve, de ce parcours, a émergé un projet d'écriture puisqu'on a écrit en collaboration avec mon papa un livre qui s'appelle Masse Noire que nous avons écrit conjointement et qui raconte finalement nos deux regards de cette même épreuve. C'est un projet qui, initialement, avait un objectif plutôt thérapeutique pour nous, je dirais. Je ne sais pas si vous avez déjà vous-même eu l'expérience de l'écriture, mais l'écriture est quelque chose d'assez libérateur que je n'ai personnellement jamais expérimenté moi-même. Mais c'est vrai que poser ses émotions sur le papier est quelque chose d'assez agréable qui m'a permis, en tout cas, de surmonter cette épreuve un peu plus sereinement. Deuxième objectif aussi, que moi je vois plus maintenant que l'ouvrage est publié, c'est aussi de promouvoir un petit peu la cause des jeunes cancéreux, puisque c'est quand même un âge où avoir un cancer, c'est pas trop dans l'ordre des choses. Donc je parle notamment beaucoup du dispositif AJA, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, donc le dispositif pour les adolescents et jeunes adultes atteints de cancer, dont j'ai pu bénéficier, dont j'ai la chance d'avoir pu bénéficier, parce que c'est pour les jeunes de moins de 25 ans, j'avais 24 ans et demi à l'âge du diagnostic.
Et j'ai été très heureuse de pouvoir en bénéficier parce que, bon, évidemment, étant médecin, je sais l'importance de la prise en charge médicale. Évidemment que j'idolâtre mon hémato. Mais il y avait quand même autour tout plein d'intervenants qui ont eu un rôle essentiel. Je pense notamment à mon infirmière coordinatrice, donc qui est dédiée au dispositif AJA, qui a un relais de proximité qui a eu un rôle majeur dans ma prise en charge. C'est sûr que quand notre médecin, on le voit tous les 15 jours, et ben elle est disponible tous les jours au téléphone. Enfin voilà, c'est un suivi vraiment de proximité qui, moi, j'ai trouvé que c'est extrêmement important. Et puis dans ce dispositif, on a aussi d'autres intervenants spécialisés un peu dans les jeunes. On a une psychologue, on a une réflexologue plantaire, une prof d'activité physique, voilà, beaucoup de choses qui permettent de compléter un peu cette prise en charge et qui, pour moi, ont été vraiment très importants. Vu que je m'adresse quand même à des pharmaciens, je voulais revenir un peu sur votre rôle, finalement, qui, bon, évidemment, est majeur et qui, finalement, est assez méconnu du côté patient, je trouve. Alors, en tant que médecin, évidemment, je sais que vous existez et je sais l'importance de votre rôle, mais c'est vrai que dans mon parcours de patiente, on entend très peu parler des pharmaciens, je trouve, en tout cas des pharmaciens hospitaliers. Moi, je sentais votre présence à l'arrivée des poches de chimio, cette espèce de grand cérémonial où on amène vos grandes poches avec les encadrés rouges qui font un peu peur. Donc il y a tout quand même enfin, même si on ne vous voit pas, on sent votre présence et c'est vrai que moi je parlais un petit peu de ce cérémonial de l'arrivée de la chimio. On a une expérience assez particulière. Enfin, on sent que c'est pas les mêmes poches que d'habitude. L'infirmière rentre pas dans la chambre de la même façon. On voit que cette poche, il y a le gros truc rouge. On sent qu'il se passe quelque chose. Et puis il y a la vérification de l'identité 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle branche avec un peu de fébrilité. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est un peu angoissant parfois côté patient. Et évidemment, bon, moi, je sais que c'est gage de sécurité, hein, que tout ça, voilà, enfin, que les poches ont été préparées soigneusement et que les vérifications, double vérification sont nécessaires à la sécurisation du parcours. Et puis, bon, c'est un peu ces émotions un peu mixtes aussi. Enfin, ça révèle aussi que, enfin, disons que quand les poches de chimio arrivent, évidemment que dans ces poches réside l'espoir de guérison quand même, mais dans ces poches résident aussi tous les effets indésirables qui nous attendent dans les jours d'après. Donc c'est vrai que cette arrivée des chimios est toujours assez recouvre des émotions assez variées. Et je voulais revenir aussi un peu sur le rôle du pharmacien d'officine qui a été assez majeur. Alors beaucoup les pharmaciens hospitaliers, on les voit pas beaucoup, mais pharmaciens d'officine sont pour le coup, un peu comme l'infirmière de coordination, un relais de proximité. Et personnellement, moi, j'ai été assez bien accompagnée. Alors, je ne connaissais pas l'existence d'entretien pharmaceutique, je n'en ai pas bénéficié. Enfin, en tout cas, pas de manière organisée, je dirais. Mais quand même, je pense que ma pharmacienne a eu un rôle important, déjà dans la gestion du traitement. Alors, c'est vrai que bon, je suis médecin, donc je comprenais un petit peu les traitements que je prenais. Mais à la fin de la première cure, on sort avec une ordonnance de 3 pages, avec des noms un peu barbares, des traitements, enfin, un tel, celui-ci, il faut le prendre de J1 à J5, celui-là de J1 à J7, celui-là plutôt le matin, plutôt le soir, plutôt le midi. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Moi, personnellement, je m'étais fait un petit planning, un emploi du temps, matin, midi, soir, de J1 à J15 de la cure. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas, pour essayer de pas me tromper. Et deuxième chose dont je voulais rapidement vous parler, c'est, donc bon, étant médecin, je suis sensibilisée à l'observance, la bonne observance, je sais que c'est primordial et je juge moi-même mes patients qui ne prennent pas leur traitement. Et j'ai malgré ça moi-même expérimenté la non-observance, pour être tout à fait honnête. Pourquoi ? Parce que, donc, comme je vous le disais, on prend une multitude de traitements et bon, parfois il y a juste des oublis, des couacs, voilà, il y a des erreurs. Mais aussi, il y a certains traitements qui sont plus difficiles à prendre que d'autres. Alors moi, je prenais notamment du Bactrim. Alors oui, j'avoue que le Bactrim, c'est celui que j'ai le moins pris. Ça reste entre nous. Déjà parce qu'il faut le prendre le lundi, mercredi, vendredi. Alors un jour sur deux, moi, je sais plus si on était mardi, mercredi, jeudi, je l'oubliais. Et puis, le comprimé de Bactrim, il est comme ça. Alors bon, je suis un peu une angoissée de la fausse route. Donc j'avoue qu'il y a certains matins où j'étais toute seule chez moi, j'étais en mode bon, fausse route, pneumocystose, que choisir. Et il y a certains jours où je me suis dit bon, je prendrai le Bactrim demain. Et bon, autre chose quand même, c'est que bon, sous chimio, on avait beaucoup de nausées. J'avoue qu'il y a beaucoup de traitements. Enfin, il y avait beaucoup de textures qui m'étaient très difficiles à prendre et je prenais notamment beaucoup de laxatifs parce que j'étais constipée par le Zofrène. Et je ne sais pas si vous avez déjà pris du Forlax, mais le Forlax, pardon. Mais le Forlax ressemble à un espèce de ciment horrible.
Donc, je pouvais plus le prendre, et en même temps, il fallait que je le prenne. Et c'est là où je trouve mon formation d'officine a eu un rôle important, c'est que j'allais la voir tous les jours, me demandant le Forlax, c'est plus possible. Alors après, elle m'a donné une autre forme, elle m'a fait tester tous les laxatifs possibles. J'ai fini avec les petits sirops enfants à la fraise. C'est ce qui passait le mieux, mais voilà, elle a eu un rôle, je trouve, assez important d'accompagnement. Je te laisse la parole. Vous avez compris que l'aspect médical est important, mais que l'accompagnement, et en tout cas c'est en lisant Lucie, moi, que je l'ai réalisé, mais j'ai senti la première souffrance de Lucie, c'est quand elle a parlé des cheveux, qu'elle allait perdre ses cheveux, et l'accompagnement de la coiffeuse, elle n'en a pas beaucoup parlé, mais le magasin de perruques, et puis ces gens qui sont venus autour d'elle avec beaucoup de subtilité et de sensibilité, ça a été particulièrement important. Mais ce que je voulais évoquer aussi, c'est l'impact de la maladie sur les 3 cercles autour de la patiente. Le premier cercle, c'est la famille nucléaire, le deuxième cercle, c'est la famille élargie, et puis le troisième cercle, c'est tous les amis et les collègues professionnels. Quelqu'un a eu l'idée de faire des vidéos. Il y a eu 80 vidéos qui ont été faites pour Lucie, pour sa première séance de chimiothérapie. On a regardé ces vidéos en pleurant parce qu'elles étaient vraiment des témoignages d'amitié et d'amour. Et je crois qu'il faudrait qu'on soit conscient que quand on administre un traitement comme celui-là, l'impact de la maladie et du traitement va bien au-delà de la patiente ou du patient qui est pris en charge. Et vraiment que tout cet environnement, ces 20, ces 30, ces 50, ces 150 personnes autour sont importantes et il est important de réaliser qu'ils sont là. Le deuxième aspect, beaucoup évoqué dans vos 2 topos ce matin, c'est la coordination des soins. L'équipe hospitalière, ici une équipe hospitalière de très haut niveau, avec une préparation centralisée des chimiothérapies de très haut niveau, mais ensuite le soin de ville, quoi. L'infirmière qui vient faire le pansement, et là on tombe, je vais être gentil, on tombe à un niveau en dessous quand même, hein, c'est-à-dire une infirmière qui fait deux fautes d'asepsie à la minute et qui reproche au patient, mais vous êtes sûr que votre copain il doit venir habillé comme ça, il ne faudrait pas qu'il se change avant de rentrer dans l'appartement. Donc c'est un peu sidérant, ou en tout cas très impressionnant de voir la différence qu'il y a entre les compétences de cette équipe hospitalière extrêmement renommée et puis le soin de ville qui tout d'un coup survient dans la vie du patient et qui n'est pas tout à fait de même niveau, sans parler du médecin traitant qui est à peine au courant de ce qui se passe et qui n'a pas ou peu d'intervention. J'ajoute aussi, non seulement la pharmacie de ville, Lucie en a parlé, mais aussi l'imagerie. Et l'imagerie me paraît être, en tout cas dans une maladie comme celle-là, des épisodes extrêmement importants pour la patiente. De l'imagerie initiale, si vous achetez le livre, vous le verrez, mais elle a été vue en imagerie initiale par quelqu'un qui lui a fait un scanner à l'hôpital de Sallanches, en tongs, avec un sweatshirt Combloux station de rêve, et qui lui a annoncé qu'elle avait une masse de 10 cm dans le thorax et que c'était probablement un info, mais que demain, il faudrait peut-être faire une biopsie. Et ceci en 3 minutes 30, quoi. Donc, avoir cette coordination des soins et la possibilité d'être adapté à ce que le patient ou la patiente a me paraît être très important. Enfin, je suis chercheur en service de santé et je passe mon temps à dire qu'il faudrait qu'on arrête ce paradigme médecin-malade. C'est ce qu'on a appris à la faculté de médecine. On nous a enseigné toute notre médecine. Ah, qu'est-ce que c'est important la relation médecin-malade. Mais bon sang, ce schéma est archaïque, il est obsolète, quoi. On a bien une équipe entière qui prend en charge un patient et qui prend en charge aussi une autre équipe qui est l'équipe des aidants, quoi. Donc le bon modèle, c'est équipe, et pas médecin-malade. Et peut-être que cette relation entre l'équipe de soins et l'équipe qui accompagne le patient, c'est un nouveau modèle, plus contemporain, peut-être même le modèle de l'avenir pour les soins. Et je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble, y compris avec vous, pour imaginer ce que doit être l'accompagnement véritable d'une maladie chronique. Vous savez que 50% de la population adulte est porteur d'une maladie chronique. Donc,
il reste beaucoup de travail à faire. Pour finir, je voudrais vous lire un extrait. C'est un peu à la demande de Catherine que je fais ça, mais qui a été écrit par Lucie, et je sais qu'elle aurait trop d'émotions à le lire, donc je vous le lis. Je suis là, face à l'océan. J'admire les vagues qui déferlent, ces masses d'eau d'une puissance ahurissante, qui surgissent des flots et finissent par éclater sur la plage. Ce spectacle me semble être une métaphore de ma vie ces dernières semaines. Tombé de la falaise des bien-portants, je me suis retrouvé emporté par la vague. Elle m'a englouti. Je n'ai pas surfé sur la vague comme le font au loin ces rois de la glisse, qui se jouent des éléments et mettent à profit la puissance de la nature. Non, moi je me suis fait emporter, secoué, lessivé, essoré par la vague. Et elle m'a finalement ramené sur la plage. C'est là que je suis maintenant, échoué sur la plage, profitant d'un soudain retour au calme. Et je regarde cette falaise que je dois remonter, mètre par mètre. Je trouve que ce passage illustre quelque chose qui a été dit il y a peu de temps dans une soutenance d'HDR sur l'après-cancer. Ce que j'ai découvert en lisant Lucie, c'est que l'après-cancer, c'est difficile. C'est probablement la partie qui est maintenant devant elle et qui doit être là aussi prise en compte. Qu'est-ce que tu en penses, Lucie ? Oui, en effet, on m'a souvent demandé qu'est-ce qui était le plus dur. Et souvent, je réponds, mais le plus dur, c'est maintenant, en fait. Évidemment, la chimio, c'est dur. Évidemment, perdre ses cheveux, c'est dur. Évidemment, tout ça, c'était dur. Mais moi, ce que j'ai ressenti, déjà, c'est le fait que tout à coup, on est seul, en fait. L'hémato, on le voit toutes les 2 semaines. Et puis, un beau jour, il vous dit « à dans 6 mois ». Ok, à dans 6 mois. Donc, puis même les liens dont on parlait, familiaux, amicaux, voilà, une fois qu'on est en rémission, ça y est, ciao, c'est bon, la vie reprend, super. Donc, c'est quand même une période où on se sent un peu plus seul. Et puis, la vie se mettra facilement sur off quand on met le diagnostic, mais c'est pas aussi facile que ça de réenclencher le bouton on. Il faut aussi quand même se réapproprier son corps. C'est un corps qui a souffert. Et beaucoup de fatigue résiduelle. Et puis, je pense qu'il faut aussi apprendre à communiquer un peu avec son corps. Moi, je sais que le lymphome a été diagnostiqué sur des symptômes très bénins. Je toussais, j'avais mal au dos. Donc, moi, j'ai vécu une espèce de trahison. Je me suis dit, OK, mon corps m'a envoyé des signaux que j'ai trouvé bénins. En fait, ils ne l'étaient pas du tout. Donc, maintenant, dès que je ressens le moindre truc, je suis en mode, OK, qu'est-ce qui se passe ? Je fais encore un truc maxi grave. Donc, voilà, il faut se réapproprier son corps. Il faut se réapproprier sa vie, puisque même ma vie me paraissait différente. On ne peut pas revenir exactement pareil dans la vie d'avant. Donc, c'est un apprentissage, c'est un long parcours dont j'ai l'impression de ne pas être encore sortie, même 1 an et demi après l'annonce de la rémission. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle peu, où on n'est pas pris en charge du tout. Il ne se passe rien, il n'y a pas de parcours particulier. Et qui, cependant, reste difficile. Merci de votre attention, en tout cas. Un immense merci à vous. Vous apportez d'autres témoignages. On pourra en discuter à la pause déjeuner parce que on vous invite à une séance de dédicace, bien sûr, mais c'est surtout pour prolonger la discussion avec vous parce qu'on en a très envie. Vous apportez un autre regard sur nos établissements de santé. J'ai trouvé tellement de belles choses sur les soignants qui doivent nous motiver encore à toujours faire mieux, etc. Et puis quand même tellement de choses à revoir aussi dans nos hôpitaux. Cyril, qu'est-ce que tu dis là-dessus ? J'ai trouvé dans le reportage finalement que faisait Lucie que le fonctionnement de l'hôpital est probablement parfait pour les hospitaliers. C'est-à-dire que la réaction de Lucie quand on la réveille à 6 heures pour changer la bouteille d'eau alors qu'elle est fatiguée, ou bien le fait que la salle de bain, objectivement, elle est sale. Elle est vraiment beaucoup plus sale qu'au domicile. Il y a une petite bourre de cheveux. Ces détails-là qui sont avec le plateau repas. Mon cousin vient d'être atteint, pas de chance, d'un cancer du pancréas.
il a lu Masse Noire avant la maladie. Il a pas mal pleuré en lisant Masse Noire parce qu'il a réalisé sa maladie en lisant le livre. Et ensuite, après sa première cure de chimio, il m'a envoyé une photo. La photo du plateau HCL. Non, mais le plateau HCL, vous avez déjà vu ce que c'est un plateau HCL? Le petit plastique blanc avec la... Je ne peux pas appeler ça de la nourriture. Et puis, le fromage dans le plastique, le yaourt et... Je ne vais pas vous aider à être corporate sur le sujet, je ne le suis pas plus que vous. Voilà, donc le fonctionnement hospitalier, à mon avis, a de grands progrès à faire. Et malgré cette excellence de la prise en charge médicale et chimiothérapique, je crois que dans les soins de support, on était pourtant dans un service privilégié pour ça, mais je pense qu'on a encore des progrès à faire. Je suis d'autant plus touchée par votre témoignage, bien sûr, que notre histoire a fait qu'un jour, Cyril m'a appelé en me disant dis donc, tu es quand même sûr de la sécurité de ta production de chimio, parce que la question, elle est quand même là. Moi, j'ai fait la biblio de 1970 à 2022. Il y a quand même un certain nombre d'erreurs, et c'est exact, et les erreurs, elles sont toujours possibles. Elles rentrent dans un processus multifactoriel, mais humain. Et donc, à quel point c'est difficile de dire, mais tout est fait pour sécuriser, mais la sécurité 100%. Ça n'arrive pas. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, et ça fait écho à l'après-cancer, je suis intervenue là aussi par le hasard des chemins croisés, parce que Aubin, mon grand garçon, a été délégué de classe, je crois, avec Lucie. Et donc, au-delà du pharmacien, c'était la maman de famille nombreuse qui répondait à Cyril. Et donc, ce parcours, il me touche encore plus. Et je voudrais dire, en écoutant Aubin, en lisant le livre et en vous écoutant tous les deux, que oui, l'après-cancer, c'est important et que cette maladie, très clairement, vole des morceaux de vie. Et il y a une telle maturité qui se dégage du discours et de cette image que nous renvoie Lucie, qu'on ne peut pas imaginer autrement que ça. Ça prend un morceau de vie. Et donc, faisons tout, tous ensemble, pour arriver à rattraper tout ça, au moins au maximum que ce qu'on puisse le faire. Donc, oui, ouvrons la voie à tout ce qu'on peut imaginer d'accompagnement dans l'après-cancer. Voilà, un immense merci à vous. On ne vous quitte pas, on vous suit et on vient continuer de discuter.